Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de gouvernance autour du devoir de vigilance et des droits humains. Alors pour aborder ce sujet de la gouvernance qui occupe beaucoup les entreprises et qui est aussi un gage d'effectivité, selon moi, de la démarche de vigilance et de la démarche droits humains, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Barraud de la Jury. Bonjour Pauline. Bonjour Charlotte. Tu es maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine et rattachée au laboratoire IRISO. Et Élodie Bétou. Bonjour Élodie. Bonjour. Et toi, tu es professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et rattachée au centre Max Weber. Et donc, je vous ai connu parce que vous effectuez des recherches sur le devoir de vigilance et la gouvernance avec des entretiens d'entreprise. Donc, je vais vous laisser vous présenter peut-être et justement, quels travaux vous avez effectués autour de ce sujet. Pauline, tu commences ? Oui, donc bonjour Charlotte, merci d'abord pour ton invitation. Effectivement, alors avec Élodie, c'est d'abord l'histoire d'une recherche commune, mais qui vient de deux horizons parallèles, on va dire, qui ont fini par se croiser, donc pas si parallèles que ça. Puisque moi, initialement, je mène des recherches de longue date sur la question de la régulation des chaînes de valeur, la question de la responsabilisation sociale des entreprises pour ce qui se passe chez leurs fournisseurs, sous-traitants, etc. Et progressivement, j'ai été amenée à m'intéresser à différents types de dispositifs dans plusieurs recherches. Une sur les accords cadres mondiaux qu'on avait menés avec mes collègues Arnaud Mias et Rémi Bourguignon en 2017 pour le Bureau international du travail. Puis avec Élodie, on a mené une recherche qui a été rendu en 2019 sur les premiers plans de vigilance adoptés par les entreprises. Et donc c'était une recherche collective et l'objectif c'était de comprendre d'un point de vue organisationnel comment les grands groupes s'étaient mis en ordre de marche pour publier leurs premiers plans. Et c'est comme ça qu'ensuite, je m'arrête là pour les premières enquêtes, on a été amené avec Élodie à se centrer progressivement sur la question des professionnels, de la vigilance d'une part et des droits humains d'autre part. Et donc dans ce cadre-là, on a été sollicité autour de 2020 par une de nos collègues chercheuses au CNRS, Laure Bérény, qui a travaillé depuis longtemps sur les manageuses de la diversité. Et donc elle a monté un groupe de chercheurs-chercheuses. On est une douzaine aujourd'hui, donc engagés dans une recherche depuis 2021, financée par l'Agence nationale de la recherche, qui met l'accent justement sur les professionnels de la RSE dans différents segments de la RSE. Et donc, depuis 2021, on travaille dans le cadre de ce projet collectif, donc Pauline et moi, sur les responsables devoirs de vigilance et droits humains, à côté de nos collègues qui travaillent sur les responsables développement durable, finances responsables, qualité de vie au travail, mécénat, philanthropie, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a à la fois un questionnement commun autour de ces professionnels de la RSE, avec une interrogation sur comment on arrive à ce genre de poste, quels sont les profils de ces responsables de grandes entreprises sur ces sujets, quelles sont les carrières qu'on peut ou pas construire sur ces sujets-là, quels sont les espaces professionnels aussi qui peuplent ces univers et dans lesquels ces professionnels se rencontrent. Donc on a à la fois un questionnement commun sur ces différents segments de la RSE et puis en même temps on investigue du coup ces différents terrains. Et alors du coup, comment ça se passe dans les entreprises ? Parce que vous avez fait ce sujet. Est-ce que, alors plutôt les grandes entreprises, j'imagine que vous avez été voir pour le moment, est-ce qu'il y a des coordinateurs, on va appeler ça comme ça, des monsieur, madame devoir de vigilance, des monsieur, madame droits humains, qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs profils ?
Alors effectivement, nous, c'était un peu la question. On a cherché à rencontrer ceux et celles qui ont, dans leur titre ou pas, ou en tout cas dans les activités qu'ils et elles ont à mener, soit la responsabilité du devoir de vigilance, soit des dossiers droits humains. Alors ce qui nous avait frappé au début de l'enquête, à la fois celle sur le devoir de vigilance directement et puis sur celle d'enquête courante. Donc c'était le début 2019 ? Oui, alors l'enquête devoir de vigilance c'était 2018-2019, et puis l'enquête vraiment sur les professionnels a démarré en 2021. D'accord, donc assez récemment. Oui. Et donc voilà, ce qui était assez frappant pour nous, c'était de voir des professionnels qui dont une partie de l'activité consistait aussi à créer finalement, à trouver leur place dans l'organisation, à défendre leur place dans l'organisation, à faire connaître leur place dans l'organisation. Et donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'avant de regarder le contenu même de leurs activités et des dossiers qui leur étaient confiés, il y avait une sorte de travail organisationnel qui était important aussi pour ces responsables d'entreprise, qui consistait à définir à la fois le périmètre de leurs activités, à définir ceux et celles avec qui ils pouvaient être amenés à travailler dans l'entreprise. Donc ça, c'était un premier élément intéressant. Et évidemment, maintenant, il y a quelques années de plus, donc on voit des équipes qui s'étoffent, des responsables droits humains qui cherchent à recruter, parce que pendant longtemps, on voyait des gens qui étaient assez seuls, ou en tout cas avec des très petites équipes, avec un alternant, une alternante, un stagiaire, une stagiaire, mais avec vraiment des très petites équipes. Et ce qu'on voit effectivement ces dernières années, c'est des équipes qui cherchent un peu à s'étoffer à mesure que le sujet gagne en importance. Oui, on voit de plus en plus de postes droits humains et de postes devoir de vigilance sur LinkedIn. Oui. Pauline, tu veux compléter ? Alors effectivement, ce que je voulais rajouter sur la présentation qu'a fait Élodie, c'est aussi que ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, des travaux sur ces professionnels-là, alors pas simplement droits humains et vigilance, mais sur les professionnels de ce qu'on appelle la vertu en entreprise. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a eu assez peu par le passé, parce que historiquement, voilà, c'est des fonctions qui sont assez récentes, et donc voilà, on vient aussi combler ce manque de la littérature. Et il y a beaucoup de réflexions aussi. Alors, il y a la partie organisationnelle, et puis il y a tout un volet qui nous intéresse aussi sur le rapport de ces professionnels au militantisme, ou en tout cas aux causes. Et parce que la littérature américaine, anglo-saxonne, s'est beaucoup intéressée à ces insider activists, ou ce qu'ils appellent aussi les tempered radicals, donc des gens qui sont pris entre leur position dans l'organisation et la cause qu'ils défendent, qui est hors de l'organisation, enfin en tout cas en lien avec le monde social plus large. Mmh. Et pour revenir sur la question des profils de poste, c'est quelque chose qui est intéressant. On reviendra peut-être sur les profils en termes de formation, voilà, plus ou moins juridique, plus ou moins autres profils, voilà. Mais la question du rapport de ces gens-là à la cause, donc en l'occurrence la cause des droits humains, c'est un enjeu qui est, on a remarqué, assez sensible pour les recruteurs, qui sont souvent eux-mêmes très attachés aux causes, en l'occurrence des droits humains, mais qui mettent toujours en garde les candidats éventuels sur un attachement trop viscéral, on va dire, à la cause, parce qu'ils pourraient déchanter en arrivant en poste, de se rendre compte des difficultés qu'il y a à rendre compatibles les exigences gestionnaires et business d'un professionnel en entreprise, et puis leurs aspirations à améliorer les droits fondamentaux dans le monde. Donc ils les préviennent parce qu'ils pourraient déchanter, ou ils les préviennent aussi parce que ils pourraient être mal perçus dans l'entreprise ? Alors, ils les préviennent d'abord parce qu'ils pourraient déchanter, étonnamment, mais surtout, en fait, ils ne le recrutent pas. C'est un peu ça aussi. C'est qu'ils disent, voilà, on a ces profils-là, qui sont des profils très intéressants, mais on sait qu'ils seront malheureux parce qu'ils ne s'épanouiront pas totalement, peut-être, dans leur poste. Et alors, peut-être, effectivement, qu'ils seraient mal vus, mais ça, en fait, on ne le sait pas au total parce que ils sont assez peu, du coup, recrutés, ces profils très... venant, engagé, venant. Parce que militant, je pense, c'est oui, pas c'est ça. Engagé. En fait, le terme militant n'est pas le bon terme, effectivement. Engagé, ou en tout cas venant d'univers aussi professionnels qui sont des univers associatifs, par exemple, et qui seraient plus éloignés de l'univers de l'entreprise et du mode d'action de l'entreprise. Oui, il y a très peu de passerelles entre ONG et dans un sens comme dans un autre. C'est vrai qu'il y en a assez peu. Moi, les profils que je vois, c'est plutôt des gens en interne déjà qui cherchent à évoluer ou qui étaient en
locales qui passent en corporate ou qui étaient dans des sphères un peu différentes, ou en fin de carrière, on se dit qu'ils pourront mobiliser mieux, qu'ils connaissent très bien le monde de l'entreprise, ce qui n'empêche pas leur engagement. Mais je veux dire, j'ai pas l'impression qu'effectivement l'engagement soit le premier critère. Ouais, mais sur ces profils, effectivement, un petit peu sur le comment on arrive sur ces postes-là, on peut dire que, voilà, on peut identifier effectivement un peu 3 grandes voies ou 3 grands profils types. Il y a celui que tu évoques à l'instant, c'est-à-dire des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans l'entreprise, qui connaissent très bien l'entreprise ou le groupe, qu'ils connaissent y compris à l'international, donc qui ont cette compréhension de l'opérationnel, etc. et qui, effectivement, dans une seconde partie ou dans une dernière partie de carrière, vont prendre ces postes-là. Il y a un profil plus de gens qui ont une formation plus juridique, mais qui veulent justement être aussi sur des postes qui ne soient pas du domaine des directions juridiques au sens étroit ou strict du terme, et qui se retrouvent bien sur ces postes-là. Et puis, il y a un profil intéressant aussi de gens qui ont plutôt un profil de consultants ou consultantes, qui ont eu une expérience dans des cabinets, soit dans des grands cabinets généralistes, soit dans des cabinets déjà spécialisés sur les enjeux de RSE, et qui font le pas d'aller en entreprise et de poursuivre leur activité dans ces grandes entreprises. Souvent, c'est des clients. En fait, ils ont été connus parce que c'était des clients. Débauchés par des clients, oui. Et c'est vrai que pour revenir sur le point de questionnement précédent, on voit effectivement beaucoup de postes s'ouvrir, et alors, avec certainement beaucoup de circulation entre des gens qui passent aussi d'une entreprise à l'autre. Il y a un mercato, des postes de devoir de vigilance. Ouais. En même temps, il n'y en a pas beaucoup et on cherche des gens expérimentés sur le sujet. Ouais, donc, tout à fait. Non, on voit qu'il y a une tension sur ces recrutements qui sont à la fois importants et c'est le moment de les faire, et la difficulté à la fois d'identifier un peu le profil qu'on voudrait recruter et de trouver effectivement les gens. Et donc, si on passe maintenant plutôt... Alors moi, c'est mon regard externe par rapport à l'organisation de mes clients, mais je trouve que c'est des postes difficiles parce que finalement... C'est une démarche très large, il y a beaucoup d'enjeux, même que ce soit devoir de vigilance ou que droit humain. Ils sont pas propriétaires des enjeux, ils doivent coordonner, ils doivent s'appuyer sur beaucoup d'acteurs dans l'entreprise, qui n'ont franchement pas que ça à faire, entre guillemets, qui n'ont pas forcément une approche par les risques, vigilance, voilà. Donc ils essayent de faire des comités, etc. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est quand même plutôt vu comme un exercice supplémentaire et qu'il y a une grosse difficulté à mobiliser sur ces questions au sein des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que les risques ne sont pas traités, mais en tout cas par un prisme, on va dire, vigilance ou droit humain général. Alors effectivement, donc avec Élodie, on a mené notre enquête en particulier sur la base d'entretien avec des professionnels, et 2 formules qu'on aimait bien retenir dans nos verbatim d'entretien, c'était je suis le chef d'orchestre, donc ce travail en effet de coordination qui requiert d'avoir une vision un peu large de toutes les personnes qu'il faudrait engager dans le processus et les mobiliser chacun sur sa bonne note et à son bon rythme. Et le revers de cette formule du chef d'orchestre, c'était je suis le poil à gratter, je suis celui effectivement qui empêche de travailler en rond, parce que toujours là à demander de nouvelles choses. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas une tâche facile du tout, parce que ça requiert des capacités à enrôler qui sont des capacités pas du tout évidentes, et beaucoup de résistance de la part des gens qu'il faut embarquer dans le bateau. Oui, la troisième figure qui nous est souvent aussi mise en avant, c'est celle de l'influenceur ou de l'influenceuse en interne, quoi. L'idée qu'on est là pour effectivement faire du management d'influence, pour, comme le disait Pauline, enrôler les autres. Donc un travail à la fois de pédagogie, convaincre de l'intérêt de ces sujets, montrer par quoi ils peuvent être faits, et puis essayer de faire en sorte que ces sujets de droits humains ou de devoir de vigilance soient présents à l'esprit des collaborateurs, collaboratrices. Mais sur cette position effectivement un peu difficile, ce qui est assez frappant aussi, c'est que c'est des gens qui doivent à la fois convaincre leur hiérarchie ou le top management, qui a des obligations auxquelles il faut se plier, certes, mais les convaincre de l'intérêt de développer ces postes et ces activités, ces actions, et puis convaincre aussi l'ensemble des salariés qui, dans ces grands groupes, pour beaucoup, ignorent sans doute qu'il y a une responsable devoir de vigilance ou droits humains dans le management de l'entreprise. Donc il y a cette double circulation, disons, cette double destination de travail d'influence qui est à faire. Oui, vous donnez pas envie d'aller travailler.
non, au contraire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que c'est des gens qui pourraient paraître, par cette position un peu de chef d'orchestre, un peu isolé, un peu à part. Hein. Mais ce qui nous a aussi frappé avec Élodie, c'est je pense qu'organisationnellement il y a une pluralité de situations. C'est difficile de dire qu'ils sont vraiment à part ou très intégrés. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que quand bien même ils auraient ce sentiment en interne d'être un peu isolés, ils ont en revanche, pour ce qu'on a vu, parce qu'on a beaucoup investigué dans les grands groupes plutôt, en revanche des relais entre professionnels de cet univers-là. Et donc, s'ils n'ont pas un collectif en interne, ils l'ont au moins par des groupes de coordination, GT Droits Humains, EDH, etc., un certain nombre d'espaces professionnels comme ça, qui leur permettent de trouver des interlocuteurs avec qui échanger, y compris sur leurs difficultés. Hein. C'est beaucoup ça aussi, leurs difficultés à se faire entendre en interne par ceux avec lesquels ils doivent composer. Et vous avez vu, vous pensez que ça s'améliore quand même, cette compréhension, parce que c'est quand même lié à la compréhension, je pense, du sujet et l'intérêt pour le haut comme pour le bas d'ailleurs de s'engager sur ces démarches. Est-ce que vous pressentez quand même une évolution positive dans les grandes entreprises? Après, dans les petites, c'est encore autre chose, mais... Alors nous, on a du mal à pressentir des choses. Oui, pardon, excusez-moi. Non, là où on peut aller dans ton sens. Alors, on n'a pas fait d'enquête auprès des salariés autres. Donc, il y a un prisme aussi de notre méthodologie d'enquête qui fait que nous, on a le discours de ceux qui sont sur ces fonctions-là et qui aussi, par le dispositif d'enquête, sont amenés à nous exposer leurs difficultés. Enfin, ça s'y prête bien aussi de nous exposer combien c'est difficile d'enrôler tout le monde. Mais j'aurais tendance à aller dans ton sens sur le fait que c'est des sujets dont on voit que ils commencent à être appropriés à tous les niveaux de façon ça s'accélère quoi. Donc on peut avoir un bon espoir malgré tout que cette difficulté que peuvent rencontrer ces professionnels-là à enrôler diminue avec cette prise de conscience générale, plus large en tout cas des enjeux, de l'importance des enjeux qu'il y a derrière. Mais bon, la route est encore longue. Et alors, ça serait quoi une organisation idéale? On peut dire ça. Non, vous n'allez pas vous projeter sur une organisation idéale. Non, mais c'est quoi vraiment les enjeux? Comment faire en sorte que l'organisation permette une meilleure effectivité de la démarche de vigilance et donc derrière une protection aussi en cas de contentieux ou de regard sur la démarche externe en fait, puisque déjà dire qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est déjà bien. C'est peut-être pas considéré comme suffisant à l'échelle d'entreprises qui ont des centaines de milliers de collaborateurs, mais voilà. Quels sont les enjeux pour une démarche effective liée à l'organisation? Vaste question. Moi, j'ai des idées. Mais ça, on n'en doute pas. Non, mais tu es au quotidien lié avec ces problématiques-là. Déjà, en tout cas, moi, je trouve que faire connaître ces fonctions, ces obligations, ces activités, c'est déjà un pas qui me paraît important parce qu'effectivement, tant qu'on ignore que ces dossiers sont présents, qu'ils sont pris en charge par des personnes qui y croient, qui s'y investissent beaucoup d'énergie, effectivement, on n'aura pas de levier. Donc, ce qui me paraît important, c'est de trouver ces leviers, à la fois en interne, mais aussi en externe dans le débat public, qui permettent de montrer que les entreprises sont aussi des acteurs de ces questions-là. Et donc, il y a une sorte un peu de phénomène d'internalisation dans les entreprises de ces questions qui peuvent paraître des questions externes aux enjeux strictement économiques de l'entreprise. Et donc, pendant longtemps, on a insisté sur le fait que l'entreprise était aussi dans la société, mais là, de montrer que ces enjeux sociaux et sociétaux peuvent aussi être pris en charge à l'intérieur me semble important. Et puis après, sans doute, il y a un levier du côté, mais là, que Pauline connaît mieux, du côté des contentieux en cours et de les dynamiques qu'ils peuvent engendrer. Oui, alors, avant d'en arriver au contentieux, peut-être sur cette idée d'internalisation du sujet par les entreprises, une thématique qui nous a beaucoup intéressé avec Élodie quand on a travaillé sur la mise en place des premiers plans. Alors les choses ont évolué un peu depuis, mais c'était la problématique de ce qu'on appelait, en reprenant les termes d'une sociologue qui s'appelle Lorraine Edelman, le processus de managérialisation de la loi. Ce qu'on a montré, c'est que face à une loi qui était relativement large, les entreprises, cadre. les professionnels de ce que
ce que Edelman appelle les professionnels de la conformité, donc c'est des gens qui peuvent être en interne ou en externe, des consultants, etc., ont créé une interprétation de la loi qui était relativement alignée avec les intérêts de l'entreprise. Alors, pas forcément, il faut pas y voir forcément un propos critique, hein. C'est que les entreprises ont fait ce qu'elles savaient faire, donc des systèmes d'audit, de reporting, des checklists, etc. Et donc, ce qu'on avait identifié, encore une fois, au moment des premiers plans, hein, c'était le risque que, alors qui maintenant est bien connu et voilà, sur lequel tout le monde continue d'alerter, mais ce risque que finalement les moyens l'emportent sur les finalités et qu'on se retrouve avec la multiplication de process, de procédures, de dispositifs. Une démarche tick the box. Exactement, ce que la formule tick the box résume bien, c'est ce risque-là. Et ce risque, on craint qu'il ne soit pas encore totalement derrière nous. Donc voilà, et ce qui nous a beaucoup intéressé avec Élodie, c'est que les professionnels qu'on a rencontrés sont les premiers à le craindre, parce qu'on a vu des gens extrêmement sincères dans leurs engagements, extrêmement déterminés, et moi, j'aime bien retenir un aspect un peu paradoxal de la dynamique qu'on a vue, c'est que ceux qui s'intéressaient à ces questions-là, on pensait d'abord que la juridicisation de ce qui était au départ la RSE, des actions purement volontaires, allait permettre de faire prendre au sérieux le sujet. Et que donc, on a les espoirs qui étaient portés, qui entouraient l'avènement de la loi, c'était les espoirs qu'enfin le sujet soit pris au sérieux. Et ben, paradoxalement, et de façon un peu inquiétante, hein, finalement, la loi maintenant devient pour certains un risque qu'on n'aille pas au-delà de simplement prévenir les risques de judiciarisation. Donc se prévenir contre tout risque de contentieux, et c'est ça maintenant l'objectif principal. Et du coup, c'est presque le retour, encore une fois paradoxal, d'un objectif d'aller au-delà de la loi, finalement, de ne pas espérer que les entreprises s'en tiennent juste à ne pas avoir de contentieux vigilance, mais retourne à des ambitions plus larges. La question, c'est, voilà, une fois qu'on va dans du plus large, quels sont les contours exacts de ce qu'on attend des entreprises? Et c'est vrai que ça ouvre une voie un peu floue, elle aussi. Mais ça, on a perçu cette tension-là, y compris dans les entreprises. C'est pas simplement le regard des observateurs extérieurs qui disent attention, il y a un risque. C'est que eux-mêmes nous tenaient des propos sur on n'a pas envie de faire que de la compliance, on n'a pas envie de faire quelque chose de tick the box. Voilà, l'espoir de pouvoir aller au-delà de simplement cette prévention des risques judiciaires. Et ça, c'est différencié selon les départements qui les portent ou les personnes. Alors, je pense évidemment, je ne veux pas caricaturer, mais c'est quand même un peu ça. RSE versus compliance, conformité, juridique. Mais bon, encore, les compliance, conformité ne sont pas forcément dans la direction juridique. Hein. Donc ça, vous avez vu un décalage d'appréhension entre les différents métiers, enfin selon plutôt les types de professionnels qui portent ces sujets. Oui, sans critiquer, hein. Oui, non, mais un peu, c'est-à-dire que mais sur la place occupée dans l'organisation, parce que ça veut dire que voilà, selon qu'on est rattaché à la direction juridique ou compliance ou RSE, ça veut dire aussi que ceux et celles de nos collègues que l'on fréquente, avec qui on échange le plus fréquemment, etc., sont pas non plus les mêmes. Et donc on avait quand même cette sensibilité au type de risque dont on parle, qui soit plutôt plus les risques vigilance ou les risques contentieux, qui se retrouvaient en fonction de ces positions organisationnelles. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez clairement. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'entre les premières enquêtes qu'on a faites et aujourd'hui, y compris, des positions organisationnelles sont pas stabilisées dans ces entreprises, et donc on les voit bouger. Et donc on a d'avoir vu des gens qui disaient, jusqu'à maintenant, j'étais plus proche du pôle RSE et je pouvais faire un peu ce que j'ai. Et là, on m'a mis plus près du pôle juridique. Et donc voilà. Donc on voit aussi ces déplacements en interne, et ça peut se faire évidemment dans l'autre sens, selon les entreprises et les groupes. Et on voit que ça, pour ces professionnels, ça a un impact sur la façon dont ils vont pouvoir porter, concevoir les outils pour incarner ces enjeux-là. Ouais, tout à fait. Et pour compléter sur cette question du rapport à la compliance, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette question de la compliance. Et ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui sont rattachées à d'autres directions disent généralement nous on veut pas faire ce que font la compliance. Ils ont un discours relativement critique vis-à-vis de leur département. Mais inversement, ceux qui sont dans les départements compliance disent
on ne fait pas la compliance comme les gens pensent que c'est quelque chose de réducteur. Donc en fait, finalement, ça se mord un peu la queue. On ne sait plus très bien de quoi il s'agit. Quand on parle de compliance, on comprend que c'est pour certains un repoussoir et pour d'autres quelque chose qui convient de redéfinir favorablement, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça reste quand même des nouveaux sujets et qu'il ne faut pas confondre compliance avec tick the box. Mais la réalité, c'est que vous l'avez vu, hein, la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est quand même pas mis l'accent sur tout ce qui est mise en œuvre effective, qui est finalement, qui permettrait l'objectif de prévention et donc qui se rapprocherait des finalités. Absolument. En fait. Et là, aujourd'hui, et donc ça va dépendre de l'interprétation des juges, mais aussi d'une éventuelle autorité de suivi, mais aussi de tous les regards, les syndicats, par exemple, parce qu'il y a quand même des questions de dialogue parties prenantes qui sont pas favorisées, hein, honnêtement, par des démarches tick the box, voilà. Mais en même temps, il faut, les RSE ont peut-être plus ce réflexe de dialogue avec les parties prenantes. Pour autant, ça reste difficile sur ces enjeux-là. Vous avez pu avoir des observations sur ça ? Oui, je voulais justement rebondir sur la place à la fois du dialogue social, des organisations syndicales et des représentants du personnel, puisque c'est effectivement un des leviers possibles. On voit que c'était aussi une des cibles de la loi de devoir de vigilance d'associer ces acteurs représentatifs dans l'entreprise à la définition des plans et du devoir de vigilance. On a vu que c'était encore, au mieux, ils étaient informés, plus rarement consultés et encore moins associés directement à la rédaction des plans. Et en même temps, ce qu'on avait vu qui était intéressant, c'était que c'était dans les groupes dans lesquels il y avait eu justement des accords cadres internationaux, des accords cadres européens, donc dans lesquels il y avait déjà eu une démarche de négociation transnationale avec les organisations syndicales en interne ou avec les fédérations syndicales extérieures à l'entreprise. Puis il y avait une appropriation un peu plus forte par ces acteurs représentatifs des enjeux devoirs de vigilance, droits humains ou développement durable, par exemple. Et donc là, il y a sans doute un levier, c'est-à-dire peut-être de continuer aussi à renforcer cette négociation transnationale d'entreprise et à arriver à créer des ponts un peu plus forts avec les actions devoirs de vigilance qui sont menées dans ces groupes-là. Sachant que ces accords mondiaux d'entreprise ou ces accords cadres européens ou internationaux, on ne les trouve pas dans tous les groupes non plus. Ils ne sont pas toujours sur des enjeux, pas toujours sur des enjeux RSE non plus, mais en tout cas, ça nous était les quelques cas qu'on avait étudiés dans lesquels il y avait à la fois ces deux démarches, vigilance d'un côté et négociation transnationale de l'autre, on voyait des ponts qui arrivaient à se créer plus fortement et donc peut-être potentiellement un levier d'appropriation plus fort, effectivement. Et donc on va avoir la directive, la CS3D, si tout va bien. Partons du principe que nous l'avons, qui va... Est-ce que vous pensez que ça va modifier les pratiques ? Alors, c'est le même schéma que la loi française, beaucoup plus précis. Il va y avoir l'arrivée d'une autorité administrative. Donc, est-ce que, selon vous, ça va dans un sens ou dans un autre ? Vous êtes optimiste, pessimiste ? Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je vais toujours croire que ça va aller vers le mieux. Mais au-delà de ça, déjà, ce qui nous avait marqué dans les premiers échanges qu'on avait aussi, avant même que la directive soit adoptée, c'est que pour les professionnels, si on en revient vraiment aux acteurs qui portent ces sujets dans l'entreprise, il y avait un enjeu de légitimation fort pour eux et elles de leur position. Parce que justement, on disait, c'est des gens qui ont encore des positions organisationnelles un peu fragiles ou précaires ou mouvantes. Et donc, le fait d'avoir un texte européen, en plus de la législation nationale, c'était un moyen d'asseoir un peu plus la légitimité du sujet, de leurs fonctions, un moyen pour pouvoir demander effectivement d'étoffer les équipes, un peu plus de moyens, de ressources, etc. Donc il y a en tout cas, du point de vue à la fois organisationnel et professionnel, un levier pour ces acteurs pour, disons, conforter un peu plus leur position dans l'entreprise. Ça, c'est un premier élément de réponse qui peut être intéressant à voir. Après, sur... Est-ce que ça va changer sur la façon dont les entreprises vont véritablement mettre en place ? La question reste sans doute ouverte. Mais... Moi, ce que je vois en termes de ressources aussi, alors c'est que plus les gens sont connus et la démarche est mature, les gens, quand je dis les gens, c'est les monsieur, madame, devoir de vigilance ou monsieur, madame, droit humain, ce qui est une bonne chose, hein, plus ils sont sollicités par les opérationnels notamment, en cas d'alerte, en cas de question, enfin, ce qui est très bien, hein, plus c'est connu, plus c'est... Bon, mais l'effet inverse, c'est que quand même, eux, ils n'ont pas forcément plus de ressources et c'est difficile à justifier, mais que la réalité, c'est qu'ils sont beaucoup plus surchargés, en fait. Donc, plus la démarche avance, plus il y a des questions, plus elle est connue, plus il y a des questions, plus c'est bien, mais il y a en fait un temps entre la connaissance de la démarche et finalement l'intégration au niveau opérationnel qui nécessiterait beaucoup moins d'appui du coordinateur. Donc là, pour les entreprises les plus avancées, je pense qu'elles sont un peu dans ce stade-là. Effectivement, on voit des départements qui ont 3 personnes en devoir de vigilance, ça reste quand même
une minorité, mais c'est quelque chose de plutôt positif, j'imagine, j'espère. Oui, et alors ça renvoie du coup au projet qu'on a plus globalement au sein de notre ANR ProVIRCAP, donc notre projet collectif. C'est aussi de comparer du coup le profil de nos équipes, les équipes droits humains ou vigilance, par rapport à d'autres types de sujets pris en charge par les entreprises. Et ce qui ressort de nos premières comparaisons, c'est un traitement très différencié entre le sujet des droits humains et le sujet de l'environnement, qui suscite beaucoup de frustration, entre guillemets, de la part des responsables des droits humains et qui attendent d'avoir des moyens au moins aussi importants que ceux qui sont dévolus aujourd'hui à l'environnement et qui sont incomparables. Donc voilà, je pense qu'aussi, alors, devoir de vigilance est à l'interface, donc c'est un peu différent, mais on voit comme ça qu'il y a aussi une lutte en quelque sorte pour les ressources sur les sujets vertueux en entreprise, qui font que voilà, même s'ils sont tous dans le même les mêmes intentions, les mêmes volontés de faire progresser vers un capitalisme vertueux au-delà de la formule pompeuse, mais on voit un peu l'idée d'améliorer les entreprises dans le sens du bien commun. On voit que malgré tout, ça se fait avec des ressources limitées et contraintes, et que c'est difficile aussi comme pour chacun de défendre son dossier dans cet univers-là aussi. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans cette comparaison interne qu'on voit effectivement très clairement se faire entre ces différents segments de la RSE, c'est que soit effectivement il y a ce sentiment de nous on reste tout petit alors que eux ils ont tous les moyens, donc un peu de frustration comme le disait Pauline. Soit il y a aussi un autre discours qu'on entend et que je trouve intéressant, de dire il y a un peu de différents degrés de maturation, ça reproduit un peu cette notion de stade que tu évoquais, différents degrés de maturation, et donc justement le fait que développement durable, transition, environnement ait réussi à avoir un peu plus pignon sur rue, plus de moyens, plus de monde, etc. Ça donne aussi l'espoir à un certain nombre de ces professionnels que leur tour arrive, le tour des droits humains arrive, et que voilà, c'est pour l'instant ça a été d'abord l'accent mis sur les enjeux de développement durable, et que maintenant on va pouvoir asseoir et développer aussi les enjeux de droits humains. Donc il y a un peu cette tension entre effectivement on est tout petit à côté de ceux qui ont plus de moyens, et en même temps l'idée que c'est un peu des phases et que la phase droits humains serait à venir. Oui, alors moi ça fait depuis 2008 que je vois sur les droits humains, ça tarde un peu. Ça tarde. On est bien d'accord, le rythme n'est pas très rapide. On va pas se mentir, mais d'un autre côté quand même, la différence entre droits humains et environnement, c'est que droits humains, en fait, c'est beaucoup plus large. Donc, ils doivent pouvoir s'appuyer sur les RH, sur les droits des collaborateurs, je sais pas moi, sur la sûreté, s'il y a des problèmes de sûreté, chaîne de valeur sur les acheteurs, enfin, comme l'environnement d'ailleurs. Mais donc, il y a un côté plus mal appréhendé. Je pense qu'il y a un besoin de plus de légitimisation, si on peut dire ça, et de coordination, en fait. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi un enjeu terminologique sur le terme même de droits humains qui reste pas facile à approprier non plus dans l'univers de la grande entreprise ou du monde économique plus largement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un vocable classique, pas dans le lexique classique de la grande entreprise. Donc, il y a aussi parfois une incompréhension autour du terme lui-même, dont la définition n'est pas simple, dont elle est large, qui est large par ailleurs, comme tu l'as rappelé. Et donc, il y a un enjeu aussi là-dessus, finalement. Même si ce qu'on met derrière environnement, écologie, transition peut être variable, c'est plus identifié, plus identifiable, et donc et c'est plus ça paraît peut-être moins orthogonal parfois avec. Et puis les entreprises sont beaucoup plus challengées sur leur stratégie globale environnementale par les parties prenantes, mais y compris ONG évidemment, mais y compris investisseurs, etc., que sur une stratégie globale droits humains. Enfin, c'est quand même pas tout à fait les mêmes impacts, risques, et donc les réponses sont différentes, je pense. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va regarder les effets de la CS3D ou peut-être une autorité administrative qui nous donnera des indications sur quelle serait une bonne organisation. J'ai des doutes, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'elle dira qu'une personne pour une grande entreprise de 440, ça ne suffit pas, mais on verra. Merci beaucoup, et donc c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.